Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. J'aurais bien aimé être avec vous pour applaudir Hélène MacArthur, parce que personnellement, c'est une des grandes héroïnes de ma vie. Voilà. Donc, de tout cœur, Hélène, je t'applaudis également. Alors, c'est un grand honneur, un grand privilège pour moi d'accueillir en votre nom à tous Hélène MacArthur. Je la remercie aussi d'une chose qui, ouf, m'a sauvée, c'est qu'elle parle un français brillant et que donc on va pouvoir faire cette conversation en anglais. Donc je disais, en français, ouh là là, en français. En anglais ça va, ouais, moi ça sera moins bien, mais bon, enfin on peut tout surmonter, hein, vous l'avez montré Hélène. Donc vous êtes une héroïne, je le disais, une vraie, hein, de ces hommes et ces femmes qui déplacent les limites du courage, de l'exploit, de la performance. Alors, je rappelle que nous sommes des millions à avoir été subjugués par vos exploits. Hein. Il y a une collection de titres, de records, de médailles. J'en rappelle 2
Vous avez été celle qui a remporté la route du Rhum en monocoque en 2002. Et puis en 2005, vous avez battu le record du Tour du Monde en solitaire. Et alors là, bravo, chapeau bas. Moi, je suis terriblement fière que des femmes comme vous montrent qu'il n'y a pas de limite, physique, physiologique, ni même culturelle, sinon les limites que l'on se fixe à soi-même. Donc bravo et merci. Alors, il y a une expression que vous adorez, c'est Adonf. Adonf, c'était écrit sur vos bateaux. Et puis, quelque part, c'est écrit sur votre personne quand on vous voit, parce qu'on sent que derrière cette énergie qui était la vôtre sur le bateau, eh bien, il y a une force mentale qui vous anime dans tous vos projets. Et ce Adonf, aujourd'hui, il vous anime pour un autre grand projet, c'est celui de la Fondation. Alors, vous avez décidé d'arrêter la navigation. On se disait bien pas pour mener une existence tranquille, vous connaissant. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez arrêté la navigation. Et moi, ma première question est celle-là. Vous aviez un projet formidable à défendre derrière, mais est-ce que c'est pas juste incroyablement dur de décider d'arrêter la navigation parce que vous étiez jeune, vous aviez encore des mers et des mers à conquérir, et nous, on aurait pu encore continuer à battre des mains à vos exploits. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous décidez d'arrêter, Hélène MacArthur ? Pour moi, je pensais jamais d'arrêter la voile. Franchement, il y a 10 ans, si quelqu'un me demandait qu'est-ce que je faisais dans 10 ans, c'était la voile. Parce que depuis l'âge de 4 ans, je rêvais de faire des tours du monde, vraiment. C'était tout ce que je voulais faire. J'ai gardé la légende de cantine de l'école pendant 7 ans pour avoir mon premier bateau. Vraiment, c'était le but concret. Et le but que vous mangez plus à la cantine et vous affamiez pour garder de l'argent pour votre bateau. C'est pour ça que je suis petit, je crois. En fait, je mangeais, mais j'ai mangé des pommes de terre purées et du baked beans, très anglais, et du sauce, c'était gratuit. Donc les pommes de terre purées et baked beans étaient 4 pence. C'est donc 8 pence pour manger, et le reste, j'ai gardé tous les jours pour mon bateau. Mais, pour revenir à l'histoire et la question même, j'ai voulu jamais d'arrêter. C'était le plus grand choc de ma vie, de même avoir l'idée dans ma tête d'arrêter la voile. Et la raison que cette idée est venue, c'est parce que quand nous on part pour un tour du monde, il faut penser de tous, on va utiliser pendant 3 mois et demi. La nourriture, le gasoil pour le groupe électrogène, de l'eau, les vêtements, tous, les choses médicales, les disques durs de plus pour l'ordinateur, tous il faut prendre avec toi. Parce que quand tu es au milieu de nulle part dans les mers du Sud, tu es à 2500 milles de la ville la plus proche. Donc tout ce que tu as sur le bateau, c'est vraiment tout ce que tu as. Et tu réalises, et moi j'ai réalisé pour la première fois dans ma vie, qu'est-ce que c'est d'avoir les ressources limitées. Et quand j'ai quitté le bateau en 2005, à la fin de le record du Tour du Monde, j'ai réalisé d'un coup que notre monde, c'est exactement pareil. On a les ressources limitées, on n'a qu'un montant, on n'a pas les ressources pour toujours, et on utilise ces ressources dans une façon qui ne peut pas marcher dans le long terme. Voilà, donc on est tous dans le même bateau, au sens propre comme au sens figuré. On a nos ressources devant nous, on les voit qui diminuent, et c'est comme si on consommait, comme si on avait l'éternité devant vous, et ça vous a frappé, cette image du... On est en train de vider le bateau des ressources, et après on va être en pleine mer, et on va... Je réalise en fait, on va s'arrêter. Notre économie ne pouvait pas marcher dans le long terme. L'économie s'est poussée par le fait qu'on prend quelque chose de la terre, on fait construire quelque chose avec, une machine à laver, une voiture, à la fin on le jette. Et puis ça, même si on fait une machine à laver dans une façon plus efficace, on met un peu moins de métal dedans, même si une machine à laver utilise un peu moins d'énergie, ou la voiture, on arrive quand même dans le même endroit avec peu rien qui reste, mais plus tard. Alors, réexpliquons, vous créez cette fondation, donc c'est la fondation Hélène MacArthur. Quel est l'objet de la fondation ? Au départ, vous voulez faire quoi ? La fondation, c'était le résultat de 3 ans de recherche. Donc 3 ans, j'ai passé pour visiter les spécialistes, les scientistes, les PDG, les fermiers, tout le monde pour apprendre comment on utilise leurs ressources. Parce que moi, je n'avais aucune idée de solution. Je voyais qu'il y avait un challenge devant nous, mais... Vous apprenez. Vous êtes une bonne élève d'abord, que je comprendre cette économie, comment elle fonctionne et quels sont les... Exactement, sans faire rien, sans dire rien. J'ai voulu juste apprendre. Parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais approchée par beaucoup d'organisations de faire des choses, mais je n'étais pas sûre dans ma tête de qu'est-ce que je faisais. Je savais de petit à petit que je vais prendre la décision d'arrêter la voile. Ça c'est parce que c'était le plus grand challenge que j'ai croisé dans ma vie.
J'étais pas prête à dire, mais je savais. Mais en fait, vous auriez pu décider aussi d'intégrer une fondation sur le développement durable ou l'écologie. Il y a déjà des grandes institutions et des grandes ONG qui existent. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui était votre challenge personnel par rapport au développement durable? Parce qu'il y avait cette idée qui vous trottait dans la tête, mais vous vouliez quelque chose de nouveau. C'était quoi? C'est ce qui a donné lieu finalement à la naissance de cette notion d'économie circulaire que vous défendez. Tout au début, est-ce que je faisais un tour du monde avec quelque chose sur un bateau? Pour moi, c'était génial de faire un tour du monde avec un massage. Mais quel massage? Et c'était ça la question. C'est quoi le message? Est-ce que le message, c'est juste d'utiliser moins? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un vrai but qui marche? Parce que pour moi, de faire un tour du monde à 4 ans, j'avais un but clair. Un tour du monde. Et c'était que parce que j'avais cette but que j'ai réalisé le rêve. Si je voulais juste naviguer... je ne partais jamais pour un tour du monde, j'ai navigué chaque été. Donc le but pour moi, c'était... Il fallait trouver le but, alors. Le but, c'était essentiel. Et pendant ces 3 ans de recherche, avant, on a lancé la fondation il y a 2 ans en Angleterre. On a rencontré les gens qui avaient un point de vue différent. On a rencontré un PDG qui avait changé complètement son business. Donc lui, il disait pas, en fait, il était un fournisseur de moquettes industrielles. Lui, il disait pas, je veux de faire les moquettes parce que je sais que les prix des matériaux montent chaque année et je sais que le prix d'énergie monte chaque année. Mon but, c'est pas juste de faire marcher, de vendre les moquettes avec un peu moins de matériel dedans et mettre un peu moins d'énergie dans chaque moquette. Il disait, en fait, je veux de louer les moquettes, je préfère de louer, je ne veux pas de vendre. Je veux qu'à la fin de la vie de la moquette, il revient dans mon usine, je peux refaire une nouvelle moquette parce que je peux déconstruire les moquettes. Je prends les tissus de là-haut, je prends le bas du moquette, je refonde. En fait, je travaille avec mon... Donc la déconstruction de la moquette, tout d'un coup, ça vous a éclairé. Et la reconstruction, et lui, il avait le but de faire ça avec énergie renouvelable par 2020. Et dès qu'il est là, il a un business model, un système de fonctionnement qui me marchait dans 1000 ans. Ce n'était pas une idée de limiter et d'utiliser moins, mais qu'est-ce qu'il a dit, c'est si on change notre système, on peut utiliser moins d'énergie, donc on peut arriver à un niveau qu'on peut utiliser les renouvelables, parce qu'en fait, on utilise moins d'énergie, et en même temps, on crée les matériaux qu'il faut pour notre business. Et ça, c'est la base de l'économie circulaire. Soit dans le côté technique, comme lui, quand il cycle ses produits, par exemple comme les plastiques, c'est aux bases de pétrole, ou soit dans le terme de biologique, où tu redessines, par exemple, un emballage plastique pour que ça peut repartir dans un autre cycle, parce que quand même la moitié du monde sont nourrissés avec la nourriture, poussée par les engrais qui deviennent de les mines, quand même quelque chose qui est vraiment limité. Alors, parce qu'avant, il y avait une économie qui n'était pas circulaire, elle était linéaire. C'est-à-dire qu'au mieux, on se disait, tiens, voilà, cet objet a servi, on va essayer de le recycler. Ça, c'était l'hypothèse la plus favorable. Vous dites, ça ne suffit pas de recycler, ou en tout cas, ça ne sert pas si on n'a pas pensé dès le départ à tout ce qu'on produit en termes de est-ce que les composants, un jour, vont pouvoir être recyclés efficacement pour faire autre chose? Et est-ce qu'à chaque étape de la fabrication, on y pense? Et une fois qu'on va avoir utilisé ce produit et qu'il va falloir le déconstruire, comme on parlait tout à l'heure pour la moquette, on va pouvoir le reconstruire, on va utiliser moins d'énergie, mais on va quand même... le cercle sera vertueux, donc c'est un peu le cercle vertueux de l'économie circulaire. Pour nous, ce n'est pas à dire que le recyclage est quelque chose de mauvais du tout. Hein. Non, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le but. Le recyclage doit être le cyclage de matériel gardé au haut niveau, mais ce n'est pas le cas. Quand on cycle quelque chose, ça diminue en qualité. C'est-à-dire qu'après quelques cycles, en fait, ça sort du système. Donc, tu as perdu cette ressource qui est quand même limitée. Donc, avec une économie circulaire, les choses sont conçues pour être déconstruites. Quand l'équipe de designers sont là pour faire le cahier des charges, ils ont le cahier des charges pour dessiner une machine à laver, première ligne, il faut que cette machine à laver est conçue pour être déconstruite. Et ce n'est jamais le cas pour l'instant. Le cahier des charges dit qu'il faut que cette machine fait du profit pour l'organisation, il faut qu'on fasse la marge, il faut que ça marche pendant à peu près 3-4 ans. Et il y a une durée de vie plus ou moins prévue, parce qu'il faut relancer le circuit de vente, de consommation, parce qu'il faut consommer. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais vous annoncer qu'il y a une grande révolutionnaire au monde aujourd'hui, c'est quand même Ellen MacArthur,
qui a juste décidé de dézinguer tout le système. C'est-à-dire que nos gouvernants qui sont tous obsédés, et surtout en ce moment en période de crise, par une chose, c'est relancer la croissance et relancer la consommation, on voit bien qu'il y a un décalage incroyable entre un projet de société qui est le vôtre et qui est complètement différent, et une espèce de course permanente à sauver, essayer de relancer les économies, essayer d'avoir une maîtrise pour que les économies, mais pas qu'occidentales, hein, dans le monde entier, s'en sortent le moins mal possible. Est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire avec nous, tout ce qu'on entend? Et est-ce que, sans rire, est-ce que ce n'est pas profondément révolutionnaire ce que vous proposez, et ça remet en question tout, c'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui sont les pourvoyeurs et les fers de lance de l'économie, la technologie, je pense à ces millions d'ordinateurs qui gisent dans des cimetières technologiques, et tous ces téléphones, tout ça, aujourd'hui, nous sommes une société où on consomme de plus en plus de matériaux et de composants qui deviennent extrêmement préjudiciables à la planète. Donc vous allez à contrevent, mais ça, vous avez l'habitude. Je crois qu'ils sont... j'espère que j'ai tout compris. Je crois qu'ils sont... La première partie de question, c'est est-ce que tout ce qu'on pousse dans une façon gouvernementale est mauvaise? Non, pas mauvais. C'est ça ne marche un pas. Changement très révolutionnaire par rapport à l'économie et à la façon dont les gouvernants imaginent l'économie. Ouais. Le gouvernement, pour l'instant, pousse l'économie linéaire parce que c'est l'économie qu'on a. Et ce n'est pas la faute de quelqu'un qu'on a une économie linéaire, ça marchait très très bien. Quand moi j'avais l'âge de 10 ans, j'étais encore avec mon arrière-grand-père. Il était vivant jusqu'à il avait 93 ans. Quand lui, il était né, il avait 25 voitures dans le monde entier. J'étais sur ses genoux depuis j'avais 10 ans. Le monde a changé très très vite. Et le monde, dans son époque linéaire, marchait très bien. Mais la population a augmenté et on a utilisé le matériel très très vite. C'est devenu juste parce qu'on a développé. Là, on sait que le monde est en train de changer. On a vu, et de revenir à la deuxième partie des questions, le monde a changé tellement qu'on a vu, on est les experts de finance dans le monde qui sortent les rapports en disant, on a vu les commodités, on peut dire, les prix de nourriture, de produits, descendre en prix pendant 100 ans, pendant toutes les générations de mon arrière-grand-père. Tout est descendu parce que c'était plus facile de sortir, parce qu'on avait les machines, le pétrole. Et puis en 2002, le prix de ces commodités a augmenté. Vite, très très vite, plus vite que depuis jamais. Et surtout, les prix sont très volatiles. Donc le prix monte très vite, mais il est très très volatile. Donc par exemple, si on regarde le monde d'automobile, on voit les fournisseurs de voitures en Europe, dans les derniers 12 mois, ils ont vu que les matières premières, ils sont obligés d'acheter pour vendre la voiture, à augmenter par 500 millions d'euros. Juste comme ça. Ce n'est pas dans leur contrôle, c'est juste le fait qu'en fait, les matières premières deviennent de plus en plus chères parce qu'on utilise un montant qui diminue de plus en plus vite. Le corps, c'est vraiment comme ça. Donc, ils sont vraiment des questions demandées, même pas juste de gouvernement, mais aussi de les gens qui sont nos employers, les gens qui donnent le travail aux gens. Ils sont des vraies questions sur comment notre... Donc en fait, vous dites que c'est au contraire, la situation de crise peut générer une réflexion intelligente par rapport à cette question de l'économie circulaire, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, les entreprises devront se mettre face à cette problématique. Il va bien falloir trouver des ressources, une façon de construire différemment, de produire différemment. Et là, c'est vous qui, justement, avez un rôle à jouer, parce que tout à l'heure, vous me disiez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises plus que les institutions et les gouvernements à convaincre. Parce que si l'entreprise est convaincue, et s'il y a des bonnes idées qui sortent de l'entreprise, le système va se mettre en marche et ce sera beaucoup plus positif. C'est vrai que l'économie circulaire, c'est un changement de système. Et quand nous, on a lancé la fondation, on a décidé de travailler dans 3 domaines, mais deux clairs. Éducation, et avec le business, et la communication qui va entre les deux, en fait, les choses qu'on sort. Et par exemple, quand on parle d'économie, quand on parle du challenge, quand on parle du chemin de sortir, nous, on a lancé la fondation il y a 2 ans avec cette idée d'économie circulaire, parce que pour moi, ça donnait pas un but, on ne peut pas dire c'est la vision, mais quelque chose qui marchait au moins.
Si on arrive de cycler le matériel technique biologique en faisant ça avec énergie renouvelable, en fait, on a une économie qui peut marcher dans 1000 ans. Ça, c'est déjà pas mal. Mais on n'avait pas les chiffres. On ne savait pas si ça marchait ou pas. On ne savait pas si c'était dans 5 ans, 10 ans ou jamais. Franchement, on ne savait pas. Donc, 6 mois après, on a créé la fondation. On est allé chez McKinsey, les consultants, pour aller regarder 3 questions. On a demandé 3 questions. Et tout au début, ils ne savaient pas quoi penser de l'économie circulaire, parce que toutes les études qui étaient faites jusqu'au-là, c'était vraiment, il faut être efficace avec l'utilisation de ressources, il faut utiliser moins. C'était vraiment dans ce domaine, qui est essentiel. Mais le focus, ce n'était pas la solution. Donc, on a commencé de travailler ensemble, et pour le Davos, le World Economic Forum, en janvier cette année, on a sorti un rapport économique étudié avec McKinsey et nos 4 partenaires fondateurs. Parce que l'argent qui pousse la fondation, ça devient c'est pas du gouvernement, ça devient Alors, qui sont justement vos sponsors sur la fondation? Les partenaires de la fondation sont Renault. On a National Grid qui font l'énergie de haute tension en Angleterre et aussi dans les États-Unis au nord. On a BT et Cisco dans les télécommunications et on a le groupe Kingfisher, donc Castorama en France. Et puis, ça veut dire que Renault, vous leur donnez des idées concrètement, Carlos Ghosn, vous arrivez à le convaincre pour la voiture électrique, j'imagine, pour même plein d'autres idées de produire ces voitures différemment? Il y a 3 semaines, j'étais à Choisy-le-Roi. Donc, c'est une usine de Renault qui refait les moteurs de Renault. Donc, il prend les moteurs du réseau Renault qui sont en fait cassés, parce que des fois, il faut changer le moteur. Il va à la casse, il récupère des vieux moteurs. Non, en fait, des règles du réseau. Les moteurs, parce qu'ils ont le réseau Renault avec les garages Renault. Donc, ces moteurs viennent du réseau Renault. Il déconstruit chaque moteur complètement. Il refait les boîtes à vitesse, il refait les pompes à gasoil, il refait les moteurs lui-même, avec beaucoup de pièces qui viennent en fait des moteurs qui sont cassés. Et il fait les mêmes tests que nouvel moteur. Il sort de l'usine comme un nouvel moteur. La seule façon que tu peux voir la différence, c'est parce qu'il a un petit code dessous. C'est nickel. Franchement, c'est impressionnant de voir. Et ça sort dans une boîte marquée Genuine Renault Parts. Donc une pièce de Renault vraie, quoi. C'est comme un nouveau. Et, avec les mêmes garanties. Avec les mêmes garanties. Etc. Et c'est moins cher pour le consommateur qui veut un moteur. Ça veut dire que la voiture va être moins chère au final. Eux, ils font du profit. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans le rapport économique qu'on vient de sortir avec McKinsey? C'est qu'on a étudié 5 choses. Les 3 questions d'abord, c'était est-ce que ça marche pour le business? Est-ce que ça marche pour l'économie? Et est-ce que ça marche dans une façon de découple le prix de ressources, les matières premières, de croissance? Est-ce que les 3 marchent? En fait, les réponses étaient oui aux 3 questions. Dans le rapport, on a étudié, on a eu 60 interviews avec les organisations qui faisaient déjà ce travail. On a aussi étudié 5 produits pour avoir un chiffre pour l'Europe. Et le chiffre pour l'Europe, c'était 480 milliards d'euros par an par 2025. Et c'était juste le focus, c'est la moitié de l'économie de fabrication. Et c'était juste en changeant 25% de matériel. Donc, c'est une opportunité pour croissance, l'économie circulaire, de qu'est-ce qu'on a vu dans le rapport. Mais on a étudié 5 produits. On a étudié un téléphone portable, un smartphone, parce qu'en fait, on pensait que ça ne va jamais marcher. On a étudié une machine à laver, un véhicule, light commercial vehicle, donc un véhicule commercial léger, et finalement le coton, le matériau coton, plusieurs fois dans l'économie. Dans le cas de le véhicule, on a vu que si le fournisseur d'un véhicule comme ça rachète le véhicule quand le véhicule a fait 100 000, ou peut-être c'était 100 000 km, je crois que 100 000, il retravaille la voiture, donc il change le moteur, les pneus, le boîte de vitesse, tout est changé parce que c'est nickel, parce que ça peut sortir de l'usine avec les mêmes garanties qu'une nouvelle machine, comme une nouvelle machine, parce qu'en fait c'était tout refait. Donc vous dites que le constructeur il gagne financièrement, et le constructeur il gagne 3 fois plus qu'une nouvelle machine, et toi tu payes la moitié. Wow. Donc déjà ça change, c'est un bénéfice énorme pour le consommateur, qui en fait, dans notre point de vue, va devenir un utilisateur, parce qu'en fait, on ne veut pas racheter le matériel. Oui, alors ça, c'est l'autre truc révolutionnaire d'Hélène MacArthur, c'est que la propriété, c'est fini. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une machine à laver, on n'achète pas une voiture, on n'achète pas même un ordinateur, on loue. On a un système où on restitue finalement au constructeur au bout d'un certain temps
puisqu'on a les garanties que lui, il va reprendre, reproduire quelque chose qui pourra partir comme neuf et le remettre dans le circuit. Donc en fait, l'idée qu'on n'est plus propriétaire, c'est une idée aussi importante pour vous dans la philosophie de l'économie circulaire. Je crois que si on regarde le modèle, c'est quelque chose qui va évoluer. C'est pas dire on va jamais racheter les choses dans l'avenir du tout, parce qu'on est quand même dans un monde comme ça et on va évoluer vers un monde comme ça. Mais quand nous on achète une machine à laver, on ne veut pas racheter les matériels, le métal, les coppers, le cuivre, les choses dans une machine à laver. On veut que ça marche. On veut que ça casse pas, parce que quand ça casse, il faut qu'on paye encore une fois d'amener ça à la réparation, ou même pas, parce qu'ils ne sont pas conçus casse, pour ça, oui, c'est à la plutôt à la casse. casse. En Angleterre, nous, on paye quand ça va à la casse. Donc tu payes quand tu achètes, tu payes quand ça va à la casse, mais en fait, les matériaux sont très précieux. Quand on regardait la machine à laver dans le rapport économique, on a vu qu'une machine à laver d'aujourd'hui du assez bas qualité, donc une machine un peu normale, vers le moins cher, l'utilisateur paye 27 cents, ça c'est cents en US dollars, 27 cents par lavage, parce que c'est conçu pour faire 2000 lavages. Et après, ça casse. Parce que la seule façon que les fournisseurs font de l'argent dans cette économie, c'est quand ils vendent les nouvelles machines à laver. Donc, il faut que ça casse. Si c'est pas cher, il faut que ça casse. Sinon, les sociétés ne peuvent plus fonctionner, clairement. Donc, si on prend une machine à laver qui est conçue pour être déconstruite, et on peut dire, c'est à peu près les machines à laver qui sont assez chères aujourd'hui, tu payes que 12 cents par lavage. Donc déjà, avec la conception d'une machine qui est réparable, qui te démonte, les machines d'aujourd'hui, qui tu ne payes pas par lavage, maintenant, c'est 12 cents. Donc avec l'économie circulaire, tu permets à tout le monde d'avoir une très bonne machine pour 12 cents par lavage. Et quand tu changes le design du machine, tu arrives à une machine qui est réparable, tu as une machine qui, si ça casse, c'est bien le travail du fournisseur de venir de réparer, parce qu'il ne veut pas que ton machine casse, parce que tu payes. Comme un portable pour les appels, tu payes pour les lavages. On a tous les systèmes pour faire ça aujourd'hui. Donc tu changes le système. Et le fournisseur a un business model qui marche dans le long terme, et nous, on paye moins. Donc ça change le système dans le bénéfice de chaque côté. D'accord. Alors, on va peut-être passer la parole aux étudiants qui sont devant nous. Ceux ou celles qui veulent prendre la parole, c'est à vous. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis Vasenta, donc de l'Institut supérieur de l'environnement. Donc, moi, j'ai une question pour vous, parce que vous parlez beaucoup en fait de changer les mentalités en entreprise. Moi, je vous demande, est-ce que vous pensez que nos mentalités à nous sont prêtes pour un changement radical de nos modes de production en faveur de l'environnement? Nous, de la point de vue de la Fondation, je crois qu'on sait que notre économie a des challenges. Parce qu'on voit les prix de matériaux augmentent, on voit qu'on a les nouvelles consommateurs qui seraient là pour 2020, 2050. On sait qu'en fait, notre économie a des problèmes. Donc, est-ce qu'on est prête pour les changements? Je crois oui, parce que c'est important pour tout le monde. Le base de la Fondation, c'est vraiment aussi sur les ressources. Et nous, on travaille avec le business, comme vous dites bien, mais aussi on travaille dans l'éducation. Et quand nous, on travaille dans l'éducation, on a dit entre nous, il y a 2 ans, on crée une fondation, il faut que le message de la fondation marche pour tout le monde dans la classe. Donc nous, de notre point de vue, on ne parle pas de l'environnement. Ils ont beaucoup de bénéfices de l'environnement, mais nous, on parle d'une économie qui marche dans le long terme. Et ça, c'est important. Pas juste dans la salle de classe, mais aussi dans la salle de direction d'une organisation. Parce qu'il faut que ça marche économiquement aussi pour avoir le change aussi vite qu'il faut faire. Donc, est-ce que les gens sont ouverts à ça? Quand nous, on travaille dans les écoles secondaires, parce qu'à partir de septembre prochain, l'économie circulaire sera dans la moitié des écoles secondaires en Angleterre. Au résultat de enseigner dans les écoles, oui. À quel âge École secondaire, donc entre 14 et 19 ans. Entre 14 et 19 ans. On a tout un groupe de gens, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui va dans les écoles pour apprendre... D'enseignants qui vont aller former les enseignants. Exactement. D'accord, ok. Qui va aller former les professeurs. D'accord. Parce qu'on a créé 700 matériaux pour aller dans les écoles, pour que les professeurs pour faire le même leçon, mais dans une façon un peu différente. Par exemple, dans la leçon du design, de même mettre dans l'esprit de jeunes, en fait, est-ce que tu as pensé de les choses conçues pour être déconstruites? Parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout dans leur esprit. Donc, quand nous, on travaille avec les jeunes sur ce sujet-là, on trouve qu'ils sont, c'est pas juste qu'ils sont ouverts aux idées, ils voient une opportunité énorme pour redessiner un système
pour ce que ça marche. Donc j'ai entendu les jeunes disant oui, on va avoir il va avoir du travail dans ce domaine, ou je veux devenir scientiste de matériaux, parce qu'en fait il faut les Tout d'un coup, c'est des débouchés professionnels très concrets pour ces jeunes. Voilà. Tout de suite, c'est travail pour eux. Ouais, ça devient un chemin pour le travail. Ils sont super intéressés. Ils voient un modèle qui marche. C'est pas d'ailleurs comme ils entendent à l'école aujourd'hui. Il faut faire moins, il faut voyager moins, tout est moins. En fait, vous n'êtes pas une décroissante. On ne peut pas vous qualifier de décroissante. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de décroissant, c'est-à-dire qu'il faut consommer moins, consommer moins? Moi, je suis quelqu'un qui met un but, qui aime les buts, parce que quand tu as un but, tu peux vraiment courir vers un but. Moi, j'aime le fait qu'on peut tout faire. Et quand on regarde la vie de mon arrière-grand-père, on voit vraiment qu'on peut tout faire. Ça, c'est parce que quand il était né, il avait 25 voitures dans le monde. Quand il était mort, on avait les ordinateurs, on avait l'Internet et on peut communiquer dans 10 secondes partout dans le monde. Ça, c'est un sacré changement. Donc moi, je crois qu'on peut vraiment faire des choses. Je sais qu'il faut la croissance pour sortir de les crises économiques en Europe et de qu'est-ce qu'on voit dans le rapport économique. Il y a une grande opportunité pour la croissance à travers l'économie circulaire. On ne peut pas avoir la croissance pour toujours, ça c'est sûr, parce qu'on vit dans un monde limité. Mais de qu'est-ce qu'on a vu dans le rapport, c'est pour ça qu'on était allé chez McKinsey. On voit que vraiment il y a une opportunité là maintenant, sans attendre le changement de régulation par les gouvernements, pour arriver à la moitié de valeur économique des organisations, des sociétés qui font ça déjà, peut faire ça aujourd'hui et qui fait un bon marge avec cette démarche. Donc, pour reprendre la question de mademoiselle, les mentalités, finalement, les jeunes, vous avez l'impression que bien sûr, même ça les intéresse. Les entreprises, de plus en plus intéressées? Oui. Complètement, parce qu'ils savent que le modèle ne marche pas dans le long terme. D'accord. Ouais. Si on regarde la construction de l'automobile en Europe, ça serait comment dans 50 ans? Parce que quand on regarde les derniers 10 ans et le monte de prix, est-ce que ce système linéaire, quand on est toujours obligé de racheter les matières premières pour faire fournir une voiture, on ne peut pas avoir les voitures parce qu'il va devenir trop cher. Mais si on change de modèle, on crée un flux de matériaux différemment. Une autre question des étudiants. Bonjour, Antoine, Euromed Management, juste à côté de vous. En bas. Oui, pardon. Bonjour. Il était prêt pourtant, mais bon. Bonjour. Bonjour. L'économie circulaire s'applique souvent aux pays développés qui utilisent beaucoup de ressources. Est-ce qu'on peut appliquer le concept aussi aux pays en voie de développement, qui ont des cycles de consommation beaucoup plus longs, qui utilisent leurs produits plus longtemps et qui consomment moins? Comment faire pour l'appliquer? Est-ce qu'il est applicable et est-ce que ça aura un intérêt pour eux? Oui, je crois si on regarde notre monde et l'évolution de notre monde avec l'évolution de la population, l'évolution de pays comme nous qui sont développés, il y a un vrai besoin pour les ressources naturelles, les ressources, les matières premières. Ça, c'est sûr, parce qu'on a vu que pour développer, il faut ça. Nous, on pense vraiment, on n'a pas fait une étude sur les pays en train de développer, mais de toutes les conversations qu'on a eues avec les experts, il y a une opportunité énorme pour les pays en train de développer, de sortir au-dessus de notre système linéaire pour créer tout de suite un système circulaire. Un système où tu ne payes pas lavage, où tout a été conçu pour être déconstruit. Parce que comme ça, ils ont plus de possibilités d'avoir le matériel qui devient de plus en plus cher. Et quand nous, on a regardé le rapport économique et on a demandé la question, est-ce que ça découple le prix de matières premières de croissance? La réponse était oui. Et si on vit dans une économie mondiale, les prix de ressources mondiales, je me souviens d'être à la bourse de matières premières à New York en 2004, parce que j'étais en attente pour un record transatlantique. Mon bateau était garé juste à côté. Ils ont m'invité de sonner le cloche pour commencer la bourse. Je n'avais même pas pensé de qu'est-ce que c'est la bourse. Même pas réfléchir dessus, et tu réalises que dans cette salle, à New York, le prix mondial de pétrole est décidé. C'est impressionnant. Donc vraiment, on vit dans un monde, quand on dit 100 tonnes de matières premières, le prix a démonté, et puis dans 10 ans, ça a remonté vite. On peut dire répercussion de ça, c'est partout dans le monde. Donc d'avoir une possibilité de découple l'utilisation des ressources dans un système linéaire pour arriver à un moment quand on peut cycler les ressources, ça va, le changement pour le prix, le changement de valeur de ça va avoir un facteur énorme. Donc c'est une opportunité et il y a une forte possibilité pour ces pays d'aller direct.
Parce que vous dites pardon, que les ressources naturelles fossiles sont en train... Bon, les stocks s'épuisent. Mais il va bien falloir avoir des ressources qui soient d'autres types de ressources pour l'énergie. Et vous expliquez qu'à un moment donné, il va falloir que les ressources classiques, fossiles par exemple, servent à construire des usines qui vont produire des nouvelles ressources développement durable. Vous pouvez nous expliquer un peu là dans votre schéma? Dans une économie circulaire, le but c'est que tu as deux types de matériaux. Tu as les matériaux comme le cuivre. Et par exemple, quand on parle de diminuer en volume, moi j'ai vu un article dans le New Scientist en 2008 qui montrait combien d'années on pensait qu'on avait de chaque matériel. Et indium, qui est dans l'écran de chaque portable, de chaque télévision, 13 ans, c'était marqué. 13 ans, il nous reste 13 ans de ressources. 13 ans mondial, donc c'est essentiel. Donc ces matériaux comme indium, comme le cuivre, quoi, c'était 60 ans ou 59 ans, ces matériaux, il faut qu'on arrive à cycle aux haute qualité. Le but de l'économie circulaire, c'est de prendre les matières premières, par exemple, qu'on n'a qu'une fois, comme les métals, comme les polymères, comme le pétrole. Le pétrole, on peut dire, on a presque une fois, c'est les milliards d'années pour que ça existe. Donc, ces matériaux au plus haute qualité, on ne peut pas faire ça d'hier à lendemain, mais de mettre ça en temps de but. Et les matériaux biologiques, par exemple la nourriture, les déchets dans la cuisine, les déchets humains, tout ça pour partir dans l'autre cycle. Et si on a ces deux cycles, on réalise en fait on a le besoin pour moins d'énergie. Quand on parle Mais même si on a besoin de moins d'énergie, vu le nombre qu'on est sur la planète, il va falloir quand même beaucoup d'énergie parce que tout ce monde-là consomme, fonctionne, a besoin de voitures, a besoin d'usines. Ouais. Donc, comment vous imaginez le développement d'énergie renouvelable si on regarde la différence entre un moteur nouveau et un moteur qui a été refait, c'est 75% moins d'énergie. C'est énorme. Quand on regarde le montant d'énergie dans le monde qu'on met dans la construction les fournisseurs de voitures ou les fournisseurs de la machine à laver, les usines, c'est énorme. Si tu vois une usine de voitures, tu vois un grand truc qui se lève, qui descendent, qui se lèvent, qui descendent, qui fait les portes pour les voitures, c'est 7700 tonnes marquées sur le truc. Et ça, c'est pas le poids du truc, c'est le poids qu'ils mettent sur les pièces pour former un porte-voiture. C'est énormément d'énergie. Donc, si on repense le système, si on change la façon dans laquelle on dessine les déchets dans la cuisine, par exemple, parce que ça peut repartir dans le système biologique, on a les engrais pour les faire, mais aussi on crée de l'énergie à cause du biogaz. Donc, on ne peut pas dire qu'on a toutes les solutions, mais on sait, une chose est sûre, si on change le système pour être capable de retravailler les voitures, retravailler les machines à laver et à la fin, reprendre les matériaux pour faire les nouveaux, parce que ce n'est pas du tout contre l'innovation, c'est une question de design. C'est très innovateur, au contraire, comme stratégie. Et là, on trouve qu'en fait, on a le besoin pour beaucoup moins d'énergie tout au début. Donc, on ne demande pas la même question, est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on peut trouver la solution pour l'utilisation d'énergie en France, pour les renouvelables? Tu as changé complètement l'utilisation de l'énergie en France, parce que tu as changé le système. Et l'économie circulaire, ce n'est pas à dire qu'on peut refaire cette verre, mais comment cette verre peut rentrer dans un système. Comment le système peut marcher, comment le système peut être amélioré, comment ce système peut marcher avec des autres systèmes de construction d'autres produits ou de construction de l'énergie. Les déchets de la maison deviennent de l'énergie pour la maison. On a tout un système qui change. Et je ne peux pas dire qu'on a toutes les réponses, mais de toutes les études qu'on a faites jusqu'à maintenant, on voit que l'énergie, le montant diminue énormément. Absolument. Une autre question, mademoiselle devant. Étudiante à Euromad Management. L'économie circulaire, on l'a compris, implique un réel changement de culture, mais j'imagine aussi un changement légal et régulatoire de l'économie. Je me place sur la base de la Chine, parce qu'ils ont lancé une très forte initiative par rapport à l'économie circulaire. Et bien qu'on puisse espérer une très forte évolution, voire une révolution culturelle en Chine, il y a des réalités de terrain qui peuvent encore être bloquantes pour lancer un tel changement. Et la Chine manque cruellement de régulation locale aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que le gouvernement chinois peut assurer que les industriels se lancent dans une telle démarche et quelles sont les réelles chances d'une telle initiative en Chine.
Est-ce que vous avez parlé déjà avec des dirigeants chinois ou des entreprises chinoises et quel type de dialogue vous réussissez à avoir avec ce pays? Sur notre panneau d'experts pour la Fondation, on a quelqu'un qui est un expert dans ce domaine de la Chine. Il est dans l'université de Shanghai, donc on a déjà un dialogue. Mais c'est très dur de savoir exactement des choses qui se passent en Chine. Moi, je ne suis pas du tout un expert en Chine. Je sais que le gouvernement a mis l'économie circulaire dans leur plan de 5 ans, dans le 11e et 12e plan de 5 ans. Et je crois qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui n'est pas au courant de la fait que les prix des matériaux augmentent. Je sais que la Chine a beaucoup de métal, comme on dit rare earth metals, les métals rares, les éléments rares. Et ils sont très au courant de ça. Et j'ai entendu les bruits, comme vous, j'imagine, dans les journaux, en disant que est-ce qu'ils vont exporter ces métals, parce qu'en fait, ils ont beaucoup. C'est presque, pas que en Chine, mais ils ont en grande partie. Donc, ils ont des questions. Qu'est-ce que nous, à la Fondation, on n'essaie pas de répondre aux questions exactes sur les pays, parce qu'on n'a pas toutes les solutions, ni on n'a pas la connaissance de chaque pays, mais en tant qu'une économie qui peut fonctionner, on voit qu'une économie circulaire, c'est une économie qui peut marcher dans le long terme. Ils ont beaucoup d'exemplaires déjà des organisations qui ont des projets économie circulaire. Pas forcément en Chine, mais en Angleterre même, il y a une usine de Ricoh, donc une société japonaise, qui fournissent les imprimantes et les photocopieurs. Et eux, dans cette usine en Angleterre, ils ne fournissent pas, ils refournissent, si on peut dire. Ils retravaillent les imprimantes. Donc, ils prennent une qui était en train de travailler pendant plusieurs années, il retravaille la machine, donc il nettoie dans une façon ultrasonique, il fait un upgrade du logiciel dans la machine, il revend la machine. Ils mettent à jour les logiciels. Oui, merci. Ils mettent à jour les logiciels, exactement. Et puis ils revendent la machine avec la même garantie qu'une nouvelle machine. Et c'est moins cher. Donc déjà, ça existe. Dans cette usine, ils sont 800 gens qui travaillent dans l'usine. Et 600 travaillent juste dans le travail de refaire les imprimantes. Donc ça, c'est 600 postes de travail, 600 jobs, si on dit, déjà, juste parce que quelque chose est refait. Ce n'est pas conçu là, ce n'est pas fournissez là, c'est fournissez ailleurs. L'usine de création de la machine, c'est ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce système, il y a du travail qui devient de plus en plus locaux, mais en même temps, ce n'est pas complètement un changement de système qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous avez quels sont les plus grands freins qu'il y a en face de vous, les plus grandes résistances, finalement, quand vous expliquez la démarche de l'économie circulaire, qui sont ceux qui s'y opposent le plus? En fait, j'ai jamais eu une conversation, franchement, je dis, avec quelqu'un sur l'économie circulaire quand quelqu'un dit que ça ne va pas marcher. Pas une fois dans les derniers 3 ans. Ça ne m'a pas arrivé. Ils sont les challenges complètement. Ils sont les challenges de législation parce qu'on sait qu'on peut commencer cette histoire déjà sans législation, mais en même temps, avec la législation, ça va arriver beaucoup plus vite. Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un label? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est pas de créer un label, puisque je crois qu'il y a l'éco-conception, voilà, ça pourrait être un label qui existerait et qui serait apposé sur des produits qui auraient été construits dans cette optique-là. Et est-ce que ça, ce serait intéressant, par exemple ou... J'ai pas toutes les réponses sur ça. Mon point de vue personnel, c'est que si on peut avoir une machine à laver pour moins de la moitié du prix, et c'est économie circulaire, on n'est pas obligé de savoir si c'est une économie circulaire. On va prendre cette machine à laver parce que c'est moins cher, parce que c'est une meilleure machine. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir vraiment une marque? Ils sont les gens qui travaillent dans ce domaine déjà. Par exemple, il y a Cradle to Cradle, une organisation qui met les marques sur les produits qui sont conçus pour être déconstruits, qui ne sont pas toxiques. Mais nous, on parle d'une économie différente. Donc, ils sont des choses qui existent déjà. Mais si les chiffres dans l'économie marchent, comme on voit dans le rapport économique... Ce qui est le plus sûr, c'est que si c'est un produit qui a un prix pas cher et qui intéresse le consommateur... Et je trouve aussi que sur l'éco-conception, nous, on ne pense pas... Ce n'est pas l'éco-conception, c'est la future conception. Et si tu mets un produit sur une table avec un truc vert dessus, tu as 2 tiers de gens, une tiers qui va acheter parce qu'ils sont passionnés par le sujet, un tiers qui ne sont pas sûrs, et un tiers qui ne veut pas d'acheter quelque chose vert. C'est pas dans leur... Il veut les jeunes qui veulent devenir les dessinateurs de les voitures pilotes Formule 1. Il ne veut pas d'acheter un truc vert, il veut un truc futur. Ah bah complètement. Ça change. Donc c'est vraiment... Il faut déporter en fait cette idée vers la notion du futur et de l'innovation et finalement de la créativité aussi. Qui est quelque chose de beaucoup plus excitant. Exactement. Il faut une économie qui marche dans le long terme. Ça c'est sûr. Et
on peut appeler ça comme on veut, mais je crois que si on peut appeler ça quelque chose qui est acceptable par tout le monde, ça va arriver beaucoup plus vite. D'accord. Une autre question des étudiants? Sylvie, en formation continue au CELSA. Les petites entreprises aujourd'hui sont confrontées à une nécessité de compétitivité à court terme, parce qu'elles risquent tout simplement de disparaître. Elles n'ont pas forcément les moyens d'engager des investissements lourds pour s'inscrire dans l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on peut les accompagner justement financièrement dans ce changement? Nous, on trouve que quand nous, on a travaillé nos case studies, je ne sais pas comment tu dis ça en français. Cas d'école, oui. Cas d'école. Je crois. Non, c'est pas ça. Un case study, c'est quand tu fais une étude sur un business qui font quelque chose déjà. Donc, tu écris tout ce qu'ils font pour montrer aux autres les choses qui sont possibles. Absolument, c'est ça. On a trouvé beaucoup de petites organisations qui ont commencé dans cette façon. Un peu quand on parle de les mondes en train de développer, les pays en train de développer, là, en fait, il y a une grande opportunité. Donc, d'où je viens, l'île de White, il y a une société qui a créé, ils fournissent les t-shirts. C'est tout petit, c'était commencé par deux frères avec pas de l'argent de tout. Ils sont le coin pas d'une famille riche, mais ils ont tout au début, ils voulaient faire des t-shirts qui étaient biodégradables, qui n'avaient pas des choses toxiques dedans, et qui étaient conçus pour être soit biodégradables ou reconstruits. Et leur business, même dans ces moments difficiles économiques, ils sont montés comme ça. Et là, notre business qui travaille dans le packaging, les emballages, il commence d'une base complètement différente. L'emballage, c'est de remplacer le polystyrène. Et c'est fait avec du mycélium. C'est comme comment on dit ça en français? Mushroom. Champignon. Merci. Champignon. Mais quand tu vois, c'est pas un champignon autour d'une télévision. Mais c'est incroyable. Ils ont créé une usine pour fabriquer ces choses. Et c'est complètement... ça marche très bien. Ça marche... c'est pas trop cher non plus, et c'est quelque chose qui est compostable. Il y a une autre société qui n'est pas trop grande non plus, et quand je fais les travaux avec les étudiants, je rentre dans la salle avec un sac plastique, et je demande aux gens, c'est quoi ça? Et ils disent, c'est un sac plastique, et je mets ça dans un verre d'eau, je remue et je bois. Et ils sont tous là, mais elle est débile, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être ils ont raison, mais c'est à dire que c'est pas qu'est-ce qu'ils pensaient. C'est différent. C'était conçu pour repartir dans le système biologique. Cette verre d'eau a du valeur dedans. Parce que c'est de l'eau, bien sûr, mais ils sont des nutriments dedans. Il y a une valeur de cette verre d'eau avec un fermier. Parce que ça remet quelque chose sur la terre si tu mets ça sur les légumes à la jardin ou dans un champ. Donc, en même temps, ce n'est pas un sac en plastique pour les jours où il pleut et on va faire ses courses. Hein, parce que, alors là, mais la raison que ce sac plastique a été conçu, c'est parce qu'il y avait un challenge dans des hôpitaux. Il faut l'eau chez chaud, en fait. L'eau froide, ça ne marche pas. Et donc, ils ont créé ce sac parce que dans les hôpitaux, il y avait un problème avec sur les lits, tu as les draps. Les draps d'un hôpital sont contaminés, plus ou moins. Donc, ils sont obligés de laver de haute température. Oui, 90 degrés. Donc, tous les draps étaient mis dans une grande machine à laver, mais ils étaient transportés dans les sacs plastiques parce qu'il fallait quelque chose pour garder tous dans le sac plastique. Et tous les sacs plastiques, ils étaient obligés d'incinérer parce qu'ils étaient contaminés. Donc, ils ont développé ce sac pour mettre le sac et directement dans la machine à 90 degrés. Le sac disparaît et hop, il n'y a plus que les draps propres. Oui, les draps propres et l'eau qui sort. Ce n'est pas l'eau pure, bien sûr, parce que ça sort de machine à laver, mais il n'y a rien de toxique dedans. Il n'y a rien de toxique dans l'eau. Donc, c'est vraiment un changement. Ça existe dans les hôpitaux déjà? Oui, ça existe déjà. Oui, c'est ça que je bois quand je suis dans les classes. Je veux dire, ça existe. Et ce n'est pas toxique jusqu'à maintenant. Je suis encore vivante. Tout va bien. Heureusement, et on a besoin que vous restiez en vie. Alors j'avais envie de vous poser une question un peu personnelle. Par exemple, là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes habillé avec des vêtements recyclés? Est-ce que dans votre vie personnelle, au quotidien, c'est quelque chose qui est important quand vous mangez, quand vous consommez, quand vous vous habillez? Pour moi, oui, c'est énormément important. Quand moi j'ai commencé cette histoire, il y a 6 ans maintenant, j'ai tout changé dans ma vie que je pouvais. Mais j'ai réalisé que si j'ai changé tout, ce n'était pas la solution.
parce que je ne peux pas acheter les vêtements partout qui étaient économie circulaire. Ça n'existait pas. Ils sont quelques-uns là maintenant. Oui, mais le but de la fondation, c'était vraiment de dire, si on veut d'accélérer cette transition vite, le plus vite, ce n'est pas d'aller à la consommateur en disant « il faut que tu changes », parce que notre système ne marche pas, parce qu'en fait, on peut tout changer qu'on peut, et ce n'est même pas la solution, c'est de changer le système. Donc, dans l'avenir, on veut que tous les vêtements sont faits, soit biologiques ou soit dans le cycle technique. Comme ça, tout le monde peut prendre ses décisions. Donc, mes vêtements, à l'instant, ne sont pas. Je ne suis pas une fournisseur de vêtements comme ça qui font ça comme ça. Mais c'est-à-dire, si on change de système, tout de suite, en fait, on arrive à un point quand notre système global marche. Non, mais vous auriez pu garder une chemise de votre grand-père que vous aimez beaucoup, par exemple. Ah, j'ai encore la chemise de mon grand-père. Vraiment. Ouais. Alors, donc, est-ce qu'il y a une autre question des étudiants? Oui, une demoiselle là à ma gauche. Bonjour, donc je m'appelle Alison, je viens de l'Institut supérieur de l'environnement. On parle beaucoup des entreprises, du fait de revoir leur façon de produire et de réutiliser les produits qu'ils ont mis sur le marché. Mais il y a quelque chose qui me paraît aussi important, c'est de convaincre les individus en tant que personne et pas forcément en tant que PDG de la nécessité de passer à une économie circulaire. Et donc ma question, ce serait comment les convaincre d'abord de la nécessité de le faire, de l'urgence et aussi des bénéfices que ça va leur apporter. Ouais. Notre but à la Fondation, dès le début, c'était de travailler dans l'éducation, mais aussi de travailler avec le business. Nous, parce qu'on a bien demandé la question au début, est-ce qu'on va de faire quelque chose avec le public, le grand public, pour dire il faut faire ça? Mais à l'instant, on ne peut pas faire ça. Ils sont des choses qu'on peut faire absolument. Ils sont beaucoup d'organisations déjà qui existent, qui ont des projets en disant il faut utiliser moins d'eau, il faut recycler tout ce que tu as. Mais notre but, c'est pas dans ce domaine, c'est de changer le système. Donc, le but que chaque jeune qui quitte l'éducation a ces esprits différents. Parce que quand eux deviennent les consommateurs de demain, ou les utilisateurs de demain, ou les PDG de demain, ou le gouvernement de demain, eux, ils ont cet esprit différent. Ils voient qu'il y a une autre façon de faire les choses. Donc, c'est ça, c'est pas notre zone comment tu dis, de focus. Mais alors, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « changeons le système », et puis il faut que le système change parce que tout est interdépendant. C'est-à-dire que si on est tout seul dans son coin à vouloir fabriquer une machine à laver, mais que, par exemple, les fournisseurs ne sont pas dans la même philosophie que vous, tout seul dans votre coin, vous ne pouvez pas y arriver. Il y a une autre philosophie qui consiste à dire « si, il faut commencer parce que c'est l'exemple qui est vertueux et que même si ça commence par des petites entreprises, des petites initiatives, etc., plus ça va aller, plus ça va faire boule de neige. Et que des fois, attendre que tout le système change, est-ce que c'est pas attendre encore très longtemps? C'est un très, très grand challenge, mais il n'y a pas une PDG qui a une organisation qui fournisse des choses qui n'est pas au courant de la fait que le prix de matériaux continue de monter. Ce n'est pas une question de soit si tu choisis ça ou pas, ou c'est pas juste oui, on aime ça donc on va essayer. En fait, il y a une vraie raison de faire changer le système maintenant. Si on regarde les fournisseurs de voitures, 500 millions d'euros augmentés en prix de matières premières. Là, on demande beaucoup de questions. Ce n'est pas un bon moment à l'instant pour les fournisseurs de voitures, mais ils sont des questions vraiment demandées. Donc, je crois que c'est... on serait tous obligés de changer. On était tous obligés de changer dans les années précédentes. On a vu le monde change très, très vite. Mais vers quoi? Et ça, c'est la question. On ne trouve pas que des organisations disent nous, on reste comme ça. Ils voient qu'en fait, c'est un challenge énorme de complètement changer d'un système linéaire vers un système circulaire. En même temps, on voit bien qu'on a besoin de changer. Parce que, comme vous dites, les PDG ils se rendent compte qu'ils vont dans le mur et qu'il faut vraiment trouver des solutions. Économiquement, etc. Ils sont beaucoup de gens qui demandent pourquoi maintenant. Et parce que cette idée existait depuis 20-30 ans. Il y a un monsieur qui est sur notre panneau d'experts qui écrivait un livre sur ce sujet. L'année j'étais née. Mais le monde a changé tellement. Si on imaginait d'avoir une machine à laver et tu payes par lavage il y a même 10 ans, ce n'était pas possible. 20 ans, c'était complètement pas possible. Les Vélib à Paris, ça marche parce qu'on a du technologie. C'était essayé à Copenhague il y a 10-15 ans, ça ne marchait pas. On n'avait pas la technologie pour avoir les Vélib, pour utiliser tout ça bien. Donc on est dans un moment où les consommateurs sont prêts à changer. On voit ça déjà, on voit le nombre de jeunes hommes en Allemagne qui achètent les voitures neuves. Jeunes femmes aussi.
jeunes gens. Non, mais jeunes hommes en particulier. D'accord, ok. Parce que les Allemands, les voitures, il y a une très très forte connexion. C'est descendu par 35%. Donc, est-ce qu'on est obligé d'être propriétaire d'une voiture ou est-ce qu'on veut l'utilisation? Est-ce que quand le iPhone 15 sort, est-ce qu'on veut encore le 14? Je ne crois pas, parce qu'en fait, on veut le dernier. C'est pas contre l'innovation, c'est à dire que si c'est conçu pour être construit, s'il y a un deuxième marché, quand quelqu'un en fait est très content avec le iPhone 14, quand le 15 sort, il y a un marché pour ça. Et si ça, c'est pas le cas, si ça ne marche plus, tu peux prendre tous les matériels. En fait, c'est un système différent de fonctionnement. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas du tout l'idée d'arrêter de consommer, et puisque tu as l'iPhone 2, pourquoi avoir le 14? C'est on va accompagner, puisque de toute façon, il y a toujours une demande d'avoir de la nouveauté, que cette demande, elle est aussi intéressante parce que ça fait travailler les designers, les entreprises, ça crée aussi de l'emploi, de créer des nouveaux produits. Ouais. En revanche, on va accompagner ce besoin de consommation par des systèmes qui vont à chaque fois assurer le fait que tout ça fonctionne dans une économie circulaire et que c'est objectivement conçu comme ça. Oui, oui. Dans l'intérêt de l'utilisateur de produits. C'est double intérêt, l'intérêt de l'utilisateur, l'intérêt du producteur, du fabricant, l'intérêt de l'entreprise et de l'économie au global. Donc en fait, c'est les chefs d'entreprise qui vont vous demander de venir développer et d'imaginer avec eux, parce que ce sera une nécessité. C'est déjà existe. On a beaucoup de sociétés qui viennent vers nous en disant on est très intéressé par l'idée, on veut de faire changer des choses. Tant mieux, c'est génial. Il y a des entreprises en France qui sont très proches de vous, à part Renault, qu'on connaîtrait et qui seraient avec vous en train de réfléchir ou qui réfléchissent très activement sur ça. On a déjà eu plusieurs conversations avec les entreprises en France. On était à Danemark il y a 2 semaines en discutant avec un conseil régional à Danemark qui veut de faire des projets en Allemagne, aux États-Unis. Déjà, l'idée bouge vite. D'accord. Et des grandes marques d'informatique, de produits, par exemple Apple, est-ce que c'est des gens avec qui vous discutez? En fait, on a des contacts chez Apple déjà, oui. Oui, on est en discussion. Et alors, comment ça se passe? L'idée, en fait, marche, c'est sûr, mais on est tout debout. Au tout début. Oui. Parce que nous, on a été créé il y a 2 ans, donc on court vite. Mais c'est bien. Mais ça, pour courir vite, on vous fait confiance. Hein. Ça, on peut vous croire. Une autre question? Est-ce que les étudiants... oui, après, on va passer à la salle, je vous rassure. Oui, je vois mademoiselle. Merci. Bonjour, moi je suis Margot de Roman Management. Vous disiez que cette idée, elle allait vite, que le monde changeait vite, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à l'urgence? Comment faire pour accélérer le changement de modèle économique? Enfin, c'est pas toujours évident. Oui, c'est sûr. C'est pour ça, nous, 6 mois après, on a lancé la fondation, on est allé chez McKinsey. Parce que McKinsey, c'est une des organisations les plus grandes mondiales dans le cadre de consultants. Ils travaillent avec les grandes sociétés partout dans le monde. Et on voulait d'avoir les chiffres. Parce qu'une idée peut bouger vite, mais les chiffres montrent en fait que économiquement ça marche. Et ça, c'est essentiel, surtout maintenant. Parce qu'on n'est pas dans une situation, on n'est pas dans les années de 2000. En fait, le monde a vraiment changé. Donc, les chiffres, pour nous, étaient essentiels. Nous, on fait tout ce qu'on peut dans le cadre de la fondation, de partage l'idée, de partage les chiffres, de partage tout ce qu'on peut. Quelque chose qui vient de commencer avec la fondation, c'est qu'on était approché par l'Union européenne parce qu'ils ont commencé un nouvel panneau, le European Resource Efficiency Panel. Et c'est avec les PDG, les NGO et les commissionnaires de l'Europe. Et leur question, c'est comment on utilise les ressources différemment. Et nous, on a été invités d'être impliqués dans l'espoir. Moi, vous êtes en permanence dans cette commission européenne qui réfléchit sur les ressources et le renouvellement des ressources. On travaille sur les papiers. Moi, j'ai présenté dans la première réunion de cette panneau. Donc oui, c'est tous encore. Il y avait 2 présentations dans la première réunion. Il y avait une de l'expert des États-Unis qui était la première de sortir la fait qu'on a vu 100 ans de déclination de prix des matériaux effacés en 10 ans. Lui, il a fait la première présentation et ils ont demandé que moi, à la part de la fondation, pouvais faire la deuxième pour parler d'une vision, quelque chose de différent.
Et on travaille encore dans ce domaine. Et quand on parle d'une façon d'accélérer le changement, est-ce que c'est suffisamment vite pour l'urgence? Non, mais on peut faire tout ce qu'on peut pour accélérer ça au plus vite possible. Nous, on fait ça, et si ça marche économiquement, ça va marcher. Si une organisation complètement change leur façon de faire fabriquer, par exemple, une voiture, parce qu'il peut cycler les matériaux, que c'est conçu pour être déconstruit, que tu peux refaire la machine, que tu peux racheter la machine pour la moitié d'une nouvelle avec les mêmes garanties. Si une fait ça, je crois que cette organisation est beaucoup plus investible qu'une autre qui reste dans le système linéaire et qui, chaque année, sont obligés de payer le prix de matériel qui augmente, qui serait le cas si on ne bouge pas vers une économie circulaire. Donc, il y a certaines choses qui peuvent accélérer la transition. Mais alors, est-ce que tout à l'heure, on parlait de la façon dont vous allez dans les écoles, vous formez les étudiants à ces questions-là, qui sont, voilà. On comprend bien que pour vous, ce qui est important, c'est que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire le consommateur doit y trouver son compte, le fabricant doit y trouver son compte, l'économie doit y trouver son compte, et le fabricant et l'entreprise doivent faire des profits, parce que s'il ne fait pas de profit, il n'a aucun intérêt à se lancer dans cette voie-là. Mais j'ai envie de dire, nous qui sommes des consommateurs, même si vous dites, moi j'ai pas envie, le label vert, le label éco, etc., il y en a qui n'aiment pas, donc c'est pas forcément la bonne option. Nous qui sommes consommateurs et qui pouvons avoir envie aussi de défendre cette option-là dans la façon dont on consomme, comment on peut aider, comment on peut, nous, à notre petit niveau, aider le fait que l'économie soit de plus en plus circulaire? Comment on peut, nous, avoir un impact? Qu'est-ce que nous on voit? Ils sont déjà les options en train de changer. En Angleterre, récemment, il y avait une grande publicité pour l'iPhone avec le de société de télécommunications O2 qui disait c'est le meilleur prix pour l'iPhone. Et dans le petit texte en bas, c'était marqué mais par contre, tu n'es pas le propriétaire du téléphone, c'est nous. Et c'est pas grave parce que c'est le meilleur prix. En fait, quand tu veux changer le téléphone, bon, tu redonnes le téléphone, c'est pas grave. La plupart de nous font ça déjà. Donc, ils sont des choses qui arrivent. Déjà, par exemple, aux États-Unis avec Michelin qui fabrique les pneus, Michelin avec les camions, tu achètes pas les pneus, tu payes par 1000. Donc, les pneus sont à Michelin. Et quand il faut qu'ils changent les pneus, ils changent les pneus. Ça devient un service, en fait. Donc, ils sont ces opportunités. On est tout au début. Hein, je ne peux pas dire ils sont 5000 sociétés en France qui font déjà des projets d'économie circulaire. Mais le concept est en train de bouger. Et les consommateurs... Donc, ça bouge. Donc, ça veut dire que les consommateurs, est-ce qu'ils peuvent avoir, les associations de consommateurs, une voix au chapitre pour dire, voilà, c'est des choses auxquelles qu'on pense qu'ils sont bien et qu'on veut pousser, développer, ça... Exactement. Et de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, de produits des 50% de l'économie en étudié, c'est moins cher de faire ça même. Donc, dans cette situation économique, c'est pas très chaud, pas chouette en France, ni en Angleterre. On a beaucoup de problèmes du travail. En fait, il faut les choses moins chères. Donc, en fait, ça marche dans les deux sens. C'est important. C'est un bon équilibre. Et, juste de dire, dans la dernière question, vous avez dit que c'était quelque chose autour de... Attends, j'ai oublié. Autour de l'environnement. Et le fait que des choses sont passionnées par l'environnement ou pas, ou est-ce que si ça marche, oui, si ça ne marche pas économiquement, c'est pas le cas de le faire. Oui. Je ne peux pas dire ça parce que je fais beaucoup de choses qui ne sont pas économiquement bien. Même mon travail à la fondation, c'est ça. Mais c'est-à-dire que pour un changement de grande échelle, il faut, dans la plupart, ça marche économiquement. C'est ça notre point. Ce n'est pas à dire que si ce n'est pas économique, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas le cas. C'est pas à dire ça. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Non, mais du point de vue de l'entreprise, s'il n'y a pas un intérêt, et de l'entreprise et de l'économie, s'il n'y a pas un intérêt immédiat, ou même dans quelques années. Il faut que ça marche économiquement, sinon on n'a pas de travail. On n'a plus les postes de travail dans les sociétés. Et peut-être qu'il faut avoir plus une vision à moyen et long terme que immédiate et sur... le profit ou les résultats à 1 an ou 2 ans. Ouais. Et c'est ça, peut-être c'est cette mentalité-là qu'il faut changer aussi. Parce qu'à l'instant, les sociétés sont regardées tous les 3 mois. C'est les résultats. Et sont certains PDG, par exemple Paul Polman de Unilever, qui ont dit on va pas sortir les résultats chaque 3 mois. Ça, pour nous, c'est pas le cas. Donc, il a changé son système. Et ça, c'est important parce qu'il faut investir dans ça. Mais les chiffres qu'on voit sont très positifs. Mais pas dans 3 mois.
Voilà. Donc ça, c'est aussi, et par rapport au système qui veut que les entreprises soient toujours à présenter leurs comptes aux analystes financiers, au marché, et que tout ça soit surveillé à la loupe mois par mois. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de baisse des résultats, sinon hop, ça chute en bourse. C'est ce système-là aussi qu'il faut arriver à trouver des nouvelles règles même de développement, j'allais dire durable, y compris pour les analystes financiers. C'est-à-dire qu'il faut projeter à 5 ans, 10 ans et pas 6 mois. Quoi. Mais qu'est-ce que nous, on a senti à la Fondation, c'est qu'on a été approché par beaucoup d'organisations de finance parce qu'ils sont très intéressés par le modèle. En tant de finance, en tant de mettre l'argent dans quelque chose qui marche dans le long terme, ils sont très intéressés. Donc, c'est pas à dire que ce n'est pas intéressant pour le finance du tout. Souvent, c'est les directeurs de finance qui sont les plus intéressés par le modèle. Il faut dire qu'ils ont beaucoup pêché dans l'autre sens au niveau des finances, ça c'est sûr. Est-ce que la salle a des questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Dominique Geoffrey. 2 petites questions pour revenir au domaine que vous connaissez bien, la mer. Quel est votre avis, l'état d'avancement sur l'éco-conception des bateaux, en particulier les bateaux de pêche, mais aussi les bateaux à voile? Et ma seconde question aussi, une question qui est quand même très, très angoissante, qui est ce fameux continent de matériaux plastiques qui errent dans le Pacifique, qui a l'air effectivement de poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des solutions d'après vous, ou est-ce que on va vivre avec des océans de morceaux de plastique qui risquent effectivement de mettre à mal l'ensemble des poissons qui vivent là-dedans? Je crois que quand on regarde les solutions dans l'économie circulaire autour des emballages, en fait, le but, c'est qu'on n'a jamais une bouteille qui sort de la système si c'est plastique, ou même mieux, c'est biologique. Donc, si ça arrive dans la mer, c'est pas grave. Si le sac plastique qui est mis autour des draps à l'hôpital arrive dans la mer, c'est pas grave. Parce que à la base, c'est biologique. Donc, si tu changes de système, tu n'arrives plus à le même problème. Et ça, les gens me demandaient il y a 4 ans, est-ce que tu concentres sur les pollutions de mer ou non? Parce que c'est un résultat d'un système qui ne marche pas. Donc, pour nous, à la Fondation, on concentre vraiment sur le système, de changer le système lui-même, parce qu'on n'a plus ces problèmes. Ils ont beaucoup de bénéfices d'un système qui cycle les matériaux. Et sur les éco-conceptions de bateaux, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en France, d'ailleurs. J'ai discuté avec Catherine Chabot, qui était une navigatrice contre laquelle je cours dans mes années de navigation, qui travaille beaucoup dans ce domaine, mais ça revient à la question de système. Si on arrive de changer de système parce qu'on peut cycler les matériaux, si tous les dessinateurs du bateau, les architectes du bateau dans 20 ans sont étudiés aujourd'hui, sont appris l'économie circulaire et les valeurs de matériaux dans les bateaux, et le fait qu'il faut récupérer les matériaux dans les bateaux, j'ai aucune crainte que on ne peut pas arriver à ce point, mais on ne va pas arriver là dans 2 ans ou 5 ans. Ça va prendre du temps, il faut changer de mentalité. Mais c'est entièrement possible. Quand on regarde les anciens bateaux de pêche, c'est du bois. S'ils ont laissé dans un rivière, en fait, ça rentre bien dans le système biologique. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Ou chez les étudiants, d'ailleurs. J'ouvre les questions à la salle, mais... Oui, monsieur. Monsieur d'abord. Oui, Jean-Luc Martel. Votre analyse en fait, de l'économie circulaire s'appuie largement sur l'éco-conception et sur le recyclage. Alors l'éco-conception, ça se fait avec des ingénieurs, ça va être de l'innovation, de l'ingénierie. Aujourd'hui, c'est quand même la Chine et l'Inde qui produisent le plus d'ingénieurs dans le monde. Comment voyez-vous l'avenir de notre vieux monde par rapport à cette mise en place de l'économie circulaire? Est-ce que vous restez optimiste ou est-ce que le pouvoir est déjà chez nos jeunes nations qui se développent? Moi, je suis tellement optimiste. Un grand travail, je parle beaucoup parler de l'éducation qu'on fait à la Fondation, mais on a le travail qu'on a étudié vraiment en Angleterre entre 14 et 19 ans, mais on travaille aussi avec les universités. On est en train de développer les liens forts globalement autour de cette idée, pour que cette idée arrive dans les autres pays ou a été développée dans ces pays. Par exemple, le mois prochain, je passe 1 semaine aux États-Unis. Je vais visiter MIT, Stanford, Yale et Berkeley. Des très grandes universités qui sont très intéressées par l'idée. Donc, je crois le plus vite on peut partager cette idée, on peut avoir les universités qui étudient cette idée, le plus vite on va avoir les ingénieurs qui quittent leur éducation avec cet esprit. Et déjà, le travail qu'on fait, par exemple, avec National Grid, qui font l'énergie de haute tension, qui transmettent l'énergie de haute tension en Angleterre,
eux, ils ont des très grands projets de regarder tous les matériels qu'ils ont dans leur réseau. Par exemple, les câbles en cuivre, l'aluminium. C'était pas fait avant. C'était juste quelque chose qui était en place pendant 25 ans, des fois plus, des fois pareil, mais après, ça changeait. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui remet le nouvel et que ça repart. Donc, les jeunes, nous, on a travaillé beaucoup avec les ingénieurs. On a passé une journée avec le management, la gestion de National Grid, le 600 personnes le plus élevé dans l'organisation, pour changer des idées, pour penser différemment. Donc, dans les sociétés, on voit que les ingénieurs sont en train de changer. Pareil chez Renault, j'ai déjà fait plusieurs présentations à la Technocentre. On avait des étudiants d'Angleterre qui ont travaillé avec nous sur un projet. C'était une compétition, en fait, qu'ils ont gagné 5 jours au Technocentre. Ils ont challengé les ingénieurs. Donc, vraiment, c'est quand on met le challenge, quand on regarde les chiffres, c'est pas quelque chose que nous, on trouve les gens sont contre. Mais c'est une très bonne question. Comment on partage ça au plus vite possible avec les ingénieurs mondiaux? Alors, juste pour rebondir sur la question de monsieur, mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des diplômes spécifiques, des spécialisations dans des universités, alors en France, en Europe, ailleurs, qui soient liées à cette conception, alors que ce soit pour les ingénieurs, les designers, peu importe, qui soient liés à ça et qui justement permettent à certaines universités d'avoir des diplômes particulièrement bien conçus et qui seraient reconnus sur le marché mondial par rapport à cette discipline. Je crois que le meilleur but, c'est que c'est déjà dans tous les sujets. En fait, ce n'est pas un sujet spécifique parce que l'économie circulaire, ça rentre dans chaque sujet. Je crois que ça, c'est très important. Mais par contre, on a déjà, dans les derniers 12 mois, on avait un premier diplôme en Angleterre sur l'économie circulaire, nommé un Postgraduate Certificate dans l'économie circulaire, avec une université en Angleterre. À partir de l'année prochaine, on a un MBA, donc ça c'est intéressant. Donc un MBA, oui. Okay. Donc un diplôme de business qui peut durer jusqu'à 6 ans dans l'économie circulaire avec la même université. Donc on a déjà testé ça. Et ça, on veut partager ça au plus vite possible. En Angleterre, entre 14 et 19 ans, on a déjà discuté avec c'est un peu différent que la France, mais ils sont les organisations qui écrivent les examens. 4 organisations différentes. L'organisation qui a la majorité de jeunes qui prennent les sujets dans la science est déjà en discussion avec les fondations pour changer du sujet, pour mettre l'économie circulaire à travers le sujet. Donc c'est déjà vraiment en Corse. Mais mon point de vue personnel, c'est pas qu'on a une leçon économie circulaire, parce qu'en fait, ça rentre dans... Tout est l'économie circulaire. Elle rentre dans tout. C'est une partie de tout. Ouais, exactement. Dans la chimie, par exemple, quand on étudie la chimie, une de nos experts parle de ça souvent, on étudie la chimie de pétrole. Mais il y a beaucoup de chimie qui existent partout dans le monde qui n'est pas liée au pétrole. Ils sont beaucoup de matériaux qui peuvent être pris des autres des choses qui, à l'instant, sont des déchets. Par exemple, les déchets d'une orange, les grandes usines à Brésil qui font le jus d'orange, qui envoient une grande partie ici en Europe. Si on regarde les montants, je crois que c'est 3 millions de tonnes de déchets d'orange. Et tu peux remplacer 25% de limonine qu'on met dans le Coca-Cola, par exemple. C'est un matériel qu'on met dans la nourriture. Avec ces déchets, avec un bon prix. Il y a une valeur d'être gagné de cette chose qui aujourd'hui, c'est du déchet. Donc, il y a beaucoup de valeur et c'est de former les étudiants, de voir la valeur dans tous. Et en fait, le but de l'économie circulaire, c'est d'éliminer le déchet parce que ça ne sert à rien de créer quelque chose qui ne sert plus dans un monde limité. Oui, monsieur. Et alors, il y a monsieur et monsieur. Bonjour, merci, vous m'éclairez l'esprit. J'aurais 2 questions. Fort de votre expérience, quels sont, à votre avis, les pays ou les continents et les secteurs d'activité qui sont en avance sur l'économie circulaire? Et la deuxième, j'arrive pas véritablement à faire la frontière ou la ligne de partage des eaux entre économie circulaire, recyclage et innovation, conception de produits nouveaux. Le but de l'économie... Je reviens à la deuxième question d'abord. Le but de l'économie circulaire, c'est que de la conception de choses, même si c'est le déchet humain ou une machine à laver,
dans la conception de choses, on arrive de remettre ce produit dans un cycle. Quand on parle de le recyclage d'aujourd'hui, on a une machine à laver qui a cassé dans notre je sais pas, cuisine. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Ce n'est pas conçu pour être déconstruit. Quand on recycle cette machine, le matériel dans la machine ne peut pas être, pas dans tous les cas, mais dans la plupart du cas, ne peut pas être gardé à le même niveau. Donc, dans le recyclage de machines d'aujourd'hui, les matériaux diminuent en qualité, diminuent en volume, parce qu'une partie doit être incinérée, on ne peut pas récupérer tous. Et en même temps, tu sais qu'au départ de la conception de cette machine, ce n'était pas conçu pour ça. Ce n'est pas conçu pour avoir une deuxième vie, même dans ses matériels à la fin. C'est conçu pour être vendu, pour travailler comme une machine à laver, et c'est le problème de quelqu'un d'autre à la fin. Et ça devient un modèle qui est de plus en plus cher. Donc chaque année, ça devient plus cher de construire une machine à laver comme ça, parce que le matériel augmente en prix. Dans une économie circulaire, tu redessines la machine, ou tu refais le concept de la machine, parce que tout le matériel dedans peut être gardé aux mêmes qualités, aux meilleures qualités possibles. Donc, tous les plastiques sont les plastiques, tu peux garder la même qualité. Le cuivre, en fait, peut-être tu mets plus de cuivre dedans, certaines parties, parce qu'à la fin de son vie, tu peux reprendre cette cuivre et remettre dans le prochain. À l'instant, avec le recyclage, on a les pièces de cuivre dans les portes de les voitures, par exemple dans les moteurs de fenêtres, qui sont trop petites, on ne peut plus récupérer. Donc, dans une économie circulaire, peut-être tu mets plus de cuivre dans la porte d'une voiture parce que tu sais, tu vas récupérer 100% de cet matériel pour mettre dans le prochain. Donc, c'est vraiment un concept différent du début de conçu pour être déconstruit et d'enlever le déchet de tous. Donc, on ne crée jamais de déchets parce que tous rentrent dans un cycle. Et on est loin de ça aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est facile, mais c'est dans la conception de choses, on dit soit c'est biologique, soit c'est technique, il faut que ça rentre dans un cycle. Et ça marche économiquement pour les utilisateurs, parce que les produits de ce qu'on a vu sont moins chers, et pour les fournisseurs. Et en temps de pays, où sont les projets les plus développés? En Hollande, c'est assez développé. En Allemagne, ils sont plusieurs sociétés, mais on trouve les poches un peu partout. Il a la société Caterpillar, je crois que c'était Angleterre de base. Quand ils vendent des moteurs, ils vendent des moteurs sur contrat. Et au bout de, je sais pas, 10 000 heures, il reprend le moteur. Et il ne sait pas qu'il refait le tuyau pour le piston. Je ne sais pas comment on dit ça en français. La chemise du piston. Merci. Il y a des experts dans la salle du piston. En fait, autour du piston, il y a un autre matériel qui est changeable. Donc, quand il refait un moteur, il juste change de pièce qui est autour du piston pour que le moteur peut ressortir comme neuf, sans être obligé chaque fois de faire le trou un peu plus grand, et change le piston un peu plus grand, et puis à la fin, tu te trouves avec un moteur qui ne marche plus. Donc, c'est de changer le design. Donc, déjà, ils sont les poches un peu partout dans le monde. Mais il faut plus. Oui, monsieur. Bonjour, Eric Alodi, directeur Intégravision. Merci Hélène, c'est très inspirant en fait pour le futur. Je voulais savoir quelle différence vous faites entre l'économie circulaire et le cradle to cradle, dans lequel il est également présente la notion d'impact positif. Donc je voulais savoir comment vous positionnez l'un et l'autre, et aussi si c'est possible d'avoir un impact positif. Oui, cradle to cradle, en fait, c'est une façon de design. Donc, la base du cradle to cradle. Vous pouvez expliquer un peu, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le cradle to cradle. Cradle to cradle, c'est une marque, une organisation peut aller chez Cradle to Cradle pour avoir une marque Cradle to Cradle sur quelque chose. Donc, c'est une marque de dire qu'il n'y a pas de toxicité dans la machine et que la machine est conçue pour être déconstruite. Donc, c'est une marque. C'est un label, quoi. C'est un label, exactement. Oui, c'est un label. Donc, Cradle to Cradle, ça a fait énormément de travail dans ce domaine, de plus que tout le monde. Qu'est-ce que nous, on essaie de faire avec l'économie circulaire? C'est le Cradle to Cradle rentre complètement dedans. On a travaillé avec les gens à IPA qui ont créé le Cradle to Cradle. Qu'est-ce que nous, on essaie de faire? C'est de partager l'idée de l'économie circulaire dans lequel rentre Cradle to Cradle, dans lequel rentre Industrial Symbiosis, dans lequel rentre le travail de Walter Stahl, par exemple, qui écrivait ces idées depuis l'année où j'étais née. De rentrer tous dedans pour créer un mouvement d'industrie, de l'éducation, pour que les gens comprennent les bénéfices de ça, dans lequel va être Cradle to Cradle en tant de marque de design.
Donc, nous, on espère que le Cradle monte comme ça, que le plus d'organisations prennent ça, que les consultants consultent le plus d'organisations possible, parce qu'il y a de plus en plus. Mais nous on travaille dans l'éducation, donc d'élargir aussi la conversation était important. Et nous, qu'est-ce que nous, on essaie à faire avec la Fondation, c'est de prendre tout ce qui existait déjà dans ce domaine et de mettre un chiffre dessus, de travailler sur le bénéfice plus large économiquement, parce que le plus d'organisations prennent ces projets possibles. En fait, c'est un peu un label qualitatif. Et vous, au-delà de, bien sûr, ces labels que vous soutenez, l'idée, elle est plus globale sur l'économie et de rentrer dans une dynamique économique qui soit aussi porteuse et de croissance, mais d'une croissance différente. Absolument. Nous, on veut de partager ces idées au plus vite possible dans l'éducation avec le business parce qu'il fait ce genre de progrès. Et ça, c'est un label qui existe sur quel type de produits ? Oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Ouais. Et quand nous, on a fait le rapport économique, il y avait EPA, de M. Brangott et Bill McDonough aux États-Unis, qui étaient dans dans les conversations pour créer les chiffres. Ouais. Intéressant. Madame ? Est-ce que le challenge le plus important de l'économie circulaire, ce n'est pas la collecte et l'économie liée à la collecte ? Je vous explique. Je suis un consommateur, je vais chez Castorama, j'achète une brouette. Ma brouette est en fin de vie. Je la rapporte où et qui prend les coûts de où je rapporte ma brouette pour qu'elle revienne chez le fabricant de brouettes. Alors, je pourrais prendre n'importe quel exemple. Je prends une brouette parce que c'est drôle, mais c'est quoi, une brouette. Brouette. Ah, voilà, la brouette en anglais. Qui est très fort en anglais? What? Wheelbarrow. Ok. Merci tout le monde. Bon, je prends un autre exemple. Non, mais la fameuse machine à laver qu'affectionne beaucoup Hélène. Oui, mais je vais donner encore quelque chose. Brouette, c'est nickel. Peut-être, voilà, la brouette. Vous avez, il y a des femmes dans cette salle. On sait qu'on achète un collant aujourd'hui, il dure 5-6 jours et encore, et on le jette. Quand on voit la consommation de collants que nous toutes femmes faisons, est-ce que je remets mon collant dans une enveloppe et je le renvoie à mon fournisseur de collants? Donc en fait, c'est toutes les tights. Et donc toute l'économie sur les produits de consommation qui sont pas forcément la voiture ou la machine à laver, qui sont quand même des choses, je ne veux pas dire plus simples, mais bon, mais autour de cette économie circulaire, il se pose quand même le problème de la collecte et de l'économie de la collecte. Et je voudrais juste savoir comment dans la Fondation vous abordez ce point. En fait, on travaille avec Kingfisher, qui est la maison mère de Castorama à B&Q, et on demande ce genre de questions, et c'était très intéressant. On a déjà certains projets, je ne peux pas parler de tous parce que c'est vraiment les projets encore dans les organisations, mais les projets de repenser comment on a l'accès à ces genres de choses, par exemple comme la brouette. Mais aussi, quand on regarde par exemple les choses qu'on rachète, je sais bien les chiffres de B&Q, moins de Castorama, il y avait un seau de B&Q, qui est un saut un peu signature de l'organisation parce que c'était 99 pence. Pendant des années, c'était le saut que tu peux acheter pour 99 pence. C'était orange, c'était le couleur de marque. Tout le monde savait qu'il y avait cette saut pour 99 pence. Là maintenant, c'est un livre 49 parce que les polymères, les matériaux dans le saut sont augmentés en prix. Donc, dans l'économie circulaire, tout a une valeur. Donc, la question, c'est comment cette valeur peut être regardée dans la chaîne. Donc, si on montre aux consommateurs qu'il y a une valeur dans le seau, que tu peux être payé pour le seau. Et moi j'étais à la casse il y a 3 semaines avec un remorque plein de métal, complètement métal mort, quoi. Vraiment des anciennes châssis en métal. Et ça, il y a une valeur à ça. Donc, je crois que cette idée de valeur à tous les produits est importante. Parce que même les collants, même les collants ont une valeur parce que c'est quand même un matériel. C'est un peu triste de laisser quitter un système. Donc, ils sont deux choses. Une, de mettre une valeur au matériau et d'avoir quelque chose qui revient dans la poche à cette valeur, mais aussi de changer le système. Par exemple, si on achète une perceuse
Si on achète le base qualité perceuse de Castorama, parce qu'on sait tous que ça existe, tu peux acheter une pour pas beaucoup, tu sais que ça ne va jamais durer. Tu sais que ça va casser. Ça va pas faire le même travail qu'une très bonne perceuse. Et ça va être utilisé très peu dans l'année. Donc, est-ce qu'il faut qu'on achète une perceuse qui reste dans un cabinet sans être utilisée pendant 11 mois de l'année, ou est-ce qu'on dépense moins de l'argent pour avoir une perceuse qu'on veut, qui a beaucoup de meilleure qualité, qui fait le travail qu'on veut, et en fait, quelqu'un d'autre peut reprendre. Et si la perceuse, par exemple, reste à eux, eux, ils vont réparer, ils veulent que ça marche, ils veulent que ça ne casse pas. Donc, en fait, ça change le système. C'est un peu moins dur de faire ça avec les colonnes, parce qu'on peut louer les colonnes, ça ne marche pas. Mais si les matériels rentrent dans un système et avec une valeur, ça, c'est intéressant. Le tissu d'une moquette industrielle, ce n'est pas trop différent que les tissus dans des colonnes. Les colonnes, les collants. Collants, pardon. Mais enfin, là, je remarque sur le seau à 99 cents, qui est devenu maintenant une livre 49. Donc là, le consommateur, il ne gagne pas. Et est-ce que quand il ramène le seau d'après, il est moins cher ou pas? C'est ça la question, et c'est ça qu'on discute avec toutes les organisations, de Renault, de B&Q, de National Grid. Parce que tout a une valeur. Et le seau n'était jamais conçu pour reporter dans un cycle. Ce n'était pas conçu pour que le consommateur peut revenir avec un seau en disant « je veux le prochain pour 50 pence parce qu'en fait, j'ai ramené l'ancienne ». Ce n'était pas conçu pour ça. C'est pour ça le travail, c'est vraiment de changer de conception de choses, de former la mentalité des gens pour ce que les choses peuvent rentrer dans un système. Alors, peut-être une ou deux questions qui nous restent. Alors, madame, qui n'a pas encore posé de questions. Oui, moi j'avais une question plus personnelle sur votre mode de fonctionnement. Vous avez dit que vous étiez vous fonctionnez par objectif en fait. Le tour du monde, c'est un objectif qui est bien précis. On peut gagner ou perdre, mais c'est clair. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement votre fondation. On voit bien le sens, ce que vous voulez faire. Mais puisque vous fonctionnez par objectif et que vous vous attaquez à vraiment un changement de système, de paradigme, qui est juste quelque chose d'énorme, finalement, quand vous vous levez le matin, votre objectif, c'est quoi et à quoi vous mesurerez finalement un jour et quand que vous avez réussi ou pas? Du coup, le fait que l'objectif est énorme, ça m'excite aussi parce que j'aime bien les grands challenges. Le fait de faire un tour du monde quand j'avais 4 ans était un grand challenge. Pas du tout à l'échelle de ce qu'on fait, mais c'était impossible qu'une fille de 4 ans qui a grandi à Derbyshire, qui n'avait pas de l'argent, pouvait faire un tour du monde. J'habitais même pas au bord de la mer et mes parents ne naviguaient pas. Donc, c'est pas juste parce que c'est dur, c'est pas dire on ne peut pas y arriver. Ça c'est... Une chose qui me pousse beaucoup, c'est que quand je faisais des tours du monde, de repart à ma vie précédente, c'était pour moi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas du tout pour moi. C'est parce que ça compte. Et ça, c'est quelque chose qui me pousse énormément, plus que jamais, parce que je fais quelque chose maintenant qui compte vraiment. Et je prends beaucoup d'énergie de ça, même en temps d'équipe, et c'est important. Donc, ça me pousse. Ça c'est essentiel. En temps de l'échelle, et qu'est-ce que je réveille tous les matins pour le faire, on a tous un grand intérêt de changer l'économie globale. Nous, à la Fondation, on travaille dans notre partie le plus qu'on peut dans ce domaine, mais le but de la Fondation, c'est que nous, on peut vivre dans le long terme avec une économie qui peut marcher. Le système doit changer. Donc, je suis vraiment poussée par ça. Et bien sûr, quand on fait un tour du monde, on ne franchit pas la ligne départ en pensant que de la ligne d'arrivée. On pense de l'Équateur, on pense de Cap de Bonne-Espérance, on pense de Cap Horn. Chaque tempête, on ne pense pas de la ligne d'arrivée, mais on pense de sortir de la tempête le lendemain. J'espère qu'on est encore vivante. Donc chaque challenge, on coupe pour les petites échelles. Et chaque échelle, tu donnes toujours ton maximum, tu mets le plus d'énergie que tu peux dans chaque échelle, et puis hop, tu pars pour la prochaine. Que même toujours avec la même vision, parce que tu ne vas jamais sortir de la tempête si tu n'as pas la vision d'arriver à la même d'arrivée. Mais ça t'aide, mais c'est quand même un challenge du moment. Donc, avec la Fondation, on a beaucoup de challenges du moment, mais dans le cadre d'avoir un but. Et pour moi, le plus important, et c'était un grand changement dans ma vie personnelle, pendant 3 ans, j'ai cherché, je visitais les experts, je lisais chaque
chaque chose que je pouvais sur ce sujet et j'avais pas de solution. Je faisais mes premières présentations en temps de test en 2009, juste pour voir comment les nouvelles étaient prises par le public, pour voir tout ce que je pouvais dire à la fin de la présentation, c'est qu'il faut faire moins. Tu avais un tiers qui venait après, oui, je vais faire ça. Tu avais un tiers qui n'était pas sûr, un tiers absolument, comment quelqu'un peut me dire de faire moins. Pour moi, ce n'était pas normal. Moi, je voulais un but. J'étais quelqu'un qui croit que tout est possible. Mais je n'avais pas quelque chose de croire dedans. Parce que je voyais juste qu'on peut continuer un peu plus, mais pas de solution. Donc ça, c'est vraiment important. Le fait d'avoir un but, soit c'est de faire un tour du monde, soit c'est d'essayer de jouer un petit parti dans le changement de l'économie globale, ça c'est très important. Parce qu'une grande partie de l'énergie devient de la fête, il y a un but. Je trouve personnellement que c'est une extrêmement belle conclusion et qu'on pourrait en profiter. Je crois que les applaudissements sont éloquents, comme on dit chez nous. Voilà. Je voulais dire que c'était, je pense, un moment partagé par tous extrêmement important. En ce qui me concerne, je ne regarderai plus jamais ma machine à laver et mes collants de la même manière. Et je pense que beaucoup de gens ici aussi. Merci, Hélène MacArthur, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et on vous souhaite énormément de chance dans vos futurs projets. Et je crois pouvoir dire qu'on est sincèrement du fond du cœur avec vous pour une économie circulaire révolutionnaire. Bravo, bravo, merci. Merci à vous tous.